j'ai l'immense plaisir de vous présenter la thématique et l'intervenante. La journée s'intitule Didactique professionnelle et formation des enseignants, quels enjeux et quelles modalités. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités du laboratoire RIDILCA, dirigé par le Dr Akmoun Rouda, que je remercie d'ailleurs pour toutes les activités qu'elle est en train de nous organiser cette année, pour ses efforts. L'objectif de cette journée, c'est de connaître les principes et les fondements et les objectifs de la didactique professionnelle, et aussi réfléchir sur l'impact de ces fondements sur la formation des enseignants et d'envisager une ingénierie de la formation fondée sur les principes et les modalités de la didactique professionnelle. Cette journée de réflexion est animée par le Dr Moussaoui Nassima. Dr Moussaoui Nassima a soutenu une thèse de doctorat sur la didactique professionnelle. Le thème était, la thèse était intitulée « Quel référentiel de compétences professionnelles pour les enseignants de français du cycle secondaire en Algérie ». Dr Moussaoui Nassima est enseignante maître de conférence au département de français de l'Université de Bouddha 2. Elle assure plusieurs des enseignements dans les cycles de licence et de master, sciences du langage. Elle est l'auteure de plusieurs publications dans des revues nationales. Donc, elle est aussi membre de l'équipe de recherche numéro 6 du laboratoire RIDILCA. Cette équipe de recherche est composée entre autres de Dr Assi Wadia, chef de l'équipe, de moi-même, Mme Habib Zazia, et de 7 doctorants. En fait, je tiens à préciser que Mme Assi a cédé la chefferie de l'équipe à Dr Moussaoui après l'obtention de son habilitation à diriger des recherches récemment. Nous félicitons aussi par la même occasion Dr Moussaoui Nassima pour l'obtention de son habilitation à diriger les recherches. Alors, l'équipe de recherche numéro 6 travaille sur la problématique suivante de la didactique professionnelle à la formation des formateurs en contexte algérien. Quel dispositif? Les travaux de cette équipe, ou les membres de cette équipe, se proposent de réfléchir sur 3 axes. Le premier sur la didactique de l'oral et la verbalisation, le deuxième sur la théorie historico-culturelle et la didactique de l'interculturel, le troisième sur l'ingénierie de la formation et la mise en place de dispositifs. En fait, nous mettons l'accent dans cette équipe sur 2 compétences, à savoir l'oral et l'interculturel. Donc la journée que Mme Moussaoui aime appeler journée de réflexion va nous initier les novices, parce que la didactique professionnelle est quand même un champ assez récent qui a débuté dans les autres disciplines dans les années 90 et dans le champ des langues étrangères dans les années 2000. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Moussaoui pour nous éclairer. Je voudrais, avant d'entamer mon propos, qui se veut très modeste du reste, je voudrais insister sur le mot réflexion. Moi, je voyais cette journée comme une journée d'échange surtout, parce qu'on a intérêt à apprendre les uns des autres, à mutualiser, à travailler ensemble. Mais avant d'entamer mon propos, je voudrais, moi aussi, au risque de me répéter par rapport à ce qu'a dit Jazia, remercier le Dr Akmoun Rouda. Je la félicite pour tout ce qu'elle entreprend dans le cadre du laboratoire, parce que là on se rend compte qu'on ne vient pas ici uniquement pour dispenser des enseignements à des étudiants, mais on est aussi là pour réfléchir et surtout développer une posture de chercheur. Parce qu'un enseignant, c'est aussi et avant tout un chercheur qui ne cesse de se questionner, de se remettre en question et de se dispenser par rapport à ce qu'il fait. Et pour tout ce qu'entreprend le docteur Akmoun Rouda, je voudrais la féliciter et l'encourager. Voilà. Je ne vais pas trop tarder sur mes motivations, mais je voudrais quand même dire que qu'est-ce qui m'a amené à la didactique professionnelle? C'est quand je faisais ma recherche, j'étais dans une autre vie aussi, inspectrice de l'éducation nationale. J'avais en charge, on en parlait hier avec Samir, 4 ou 5 wilayas
et j'intervenais dans les lycées. Et ce qui m'interpellait, je le dis parce que je n'ai pas prévu de le dire dans mon intervention, c'est cet hiatus, ce décalage qu'il y a entre ce que nous dispensons en tant qu'enseignants à l'université et le terrain et les contraintes du terrain auxquelles est confronté l'étudiant une fois qu'il a sa diplôme dans la poche. Alors, c'est vrai que je voudrais qu'on réfléchisse sur ça. Donc je voudrais, au début, je vous présente le plan de mon intervention. J'avais mis contexte d'émergence au pluriel, vous me remarquerez, mais en fait c'est surtout les différents champs d'application. Je n'ai pas eu le temps de changer l'intitulé. On va un peu parler des objectifs, des définitions que l'on pourrait donner que les autres aussi ont donné à la didactique professionnelle et les objets d'études, les fondements et les principes théoriques, et enfin, on va surtout débattre entre nous sur la didactique professionnelle et la dictique des disciplines, parce qu'on est là aussi pour enseigner les disciplines. Et ensuite réfléchir vous remarquerez le dernier point, c'est surtout un point d'interrogation, c'est une invitation à la réflexion. La didactique professionnelle serait-elle une pédagogie alternative à la formation des enseignants? Alors là, il faut insister sur quelque chose. Parce qu'il y a eu des amalgames sur didactique professionnelle et didactique des disciplines, etc. Il faut savoir que la didactique professionnelle est née dans les années 90. Par rapport à la didactique disciplinaire, elle est relativement, je dis bien relativement récente, surtout par rapport à nous. Ce qu'il faut surtout, et c'est en ce sens que peut-être on pourra jeter un autre regard sur les pratiques enseignantes, c'est qu'à ses débuts, la didactique professionnelle s'intéresse aux métiers ouvriers, agricoles, aux métiers techniques, aux métiers hautement qualifiés comme la chirurgie, la médecine, les pilotes d'avion, etc. Et après, grâce à Vinatier, Loison, Rogalski et Tourmel, on va se poser la question de voir est-ce qu'on ne pourrait pas rentabiliser les principes idoines à la didactique professionnelle dans des champs d'action enseignante, c'est-à-dire par rapport aux pratiques enseignantes. Alors, les objectifs, on le sent déjà quand on parle de l'importance du travail, on voit se profiler les objectifs inhérents à la didactique professionnelle. Vous les avez, et j'ai mis en gras pour faciliter un peu le travail, parce que je n'ai pas tellement envie de lire les diapositives. Améliorer les situations de travail, c'était Pastré s'est rendu compte, parce que Pastré c'est un homme de terrain, Pastré c'est un homme, ce n'est pas un didacticien des disciplines, etc. Il s'est dit, que se passe-t-il in situ, c'est-à-dire dans les situations de travail? Alors, on analyse les activités pour améliorer les situations de travail, pour permettre le développement des compétences, pour concevoir, et c'est un peu l'objectif de l'équipe numéro 6, de concevoir des dispositifs de formation, de travailler sur des apprentissages professionnels. Parce qu'au début, les didacticiens des disciplines ont été choqués en entendant parler d'apprentissage professionnel. Parce que vous savez, nous, on est formaté quelque part. Hein. Un apprentissage se fait dans un cours, dans une situation de classe, avec un enseignant et des apprenants, dans un public contraint. Le public contraint, c'est au lycée, au collège, c'est-à-dire un public qui est obligé d'assister au cours. Donc après, avec Pascal, il parle d'apprentissage professionnel. Et il dit, en fait, utiliser justement les apprentissages professionnels pour améliorer, non pas uniquement la situation de travail, ici et maintenant, mais les parcours de dispositifs de formation. Donc il est en synchronie et en même temps en diachronie. Il part de l'ici et maintenant pour prévoir comment on pourrait améliorer, mettre au point des dispositifs de formation professionnelle. Et bien sûr, le mot d'ordre des tenants de la didactique professionnelle, c'est former pour et par l'activité. Il y a une activité. Il n'y a pas une liste de prescription. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans une situation. Je reviendrai sur le mot situation qui est très très important, emprunté à la didactique des disciplines, mais il est très important. Je voudrais aussi, par rapport à cette présentation de la didactique professionnelle,
Alors, Pastré, c'est remis en question. Et je crois que tout chercheur doit à un moment donné se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ça par autre chose? Au début, la didactique professionnelle, son premier usage, c'était d'utiliser l'analyse du travail pour construire la formation. Donc l'analyse du travail était utilisée comme un préalable à la formation. D'abord, j'essaye de voir, pour se projeter et pour construire la formation. Mais après, le second type d'usage, il est très important, mais il faut être prudent, très très prudent, c'est formé par l'analyse du travail. C'est-à-dire que l'ouvrier, l'agent, le pilote, le chirurgien, etc., parce que c'était ça au début, c'est on va là où il travaille pour essayer justement de développer ses compétences professionnelles. Il est confronté à une situation professionnelle et c'est là que vont se développer, bien sûr, avec l'aide de l'expert, etc., vont se développer les compétences professionnelles. Alors, on le dit, elle s'est élargie, et Madame Habet l'a dit tout à l'heure, elle s'est élargie. Au début, elle était, quand on est dans les métiers manuels, le chirurgien, c'est aussi un métier manuel, hein, etc. Et les pilotes, les agents des centrales nucléaires, etc. Après, on a été faire des activités complexes aux dimensions sociales. Dans une classe, on est dans une dimension sociale et identitaire, on n'est pas dans les problèmes d'identité. Là, je laisserai la parole volontiers à Madame Habet, qui est spécialiste dans la matière, mais je parle d'identité professionnelle. Qui suis-je, moi, dans cette situation de travail? Qu'est-ce que je dois apprendre et qu'est-ce que, surtout, la situation de travail m'apporte afin de pouvoir développer mes compétences? Alors, là, je vous invite à lire, je ne vais pas reprendre des définitions, définir la didactique professionnelle comme l'analyse du travail. Le mot analyse est très important, très très important. Définir aussi comme une analyse du travail in situ pour modéliser les caractères invariants et singuliers. Alors, on va garder en tête l'invariance et la singularité. On le reprendra après avec la notion de schème, parce que j'anticipe parce qu'on fait un va-et-vient, je n'ai pas... dans une situation professionnelle, quelle que soit la situation, il y a des choses qui ne changent pas, qu'on utilise, et la situation nous oblige à nous adapter, parce qu'elle est singulière aussi, la situation. D'accord? Voilà. Il y a Vinatier qui a énormément réfléchi sur l'activité de l'enseignant, et elle a énormément travaillé sur les principes de l'ADP par rapport à l'activité professionnelle des enseignants en situation réelle et non pas à travers des déclarations d'enseignants. C'est-à-dire qu'un enseignant, il dit faire et il fait. Et pour essayer de penser à des dispositifs, pour essayer de penser à comment on pourrait développer ses compétences professionnelles, c'est d'essayer de voir cet écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, il y a aussi le souci d'opérationnaliser ces méthodes d'analyse pour les faire servir à une ingénierie de la formation. Je mets en gras parce que ça rejoint ce que nous proposons de faire au sein de notre équipe. Voilà. Alors, les fondements théoriques, et là, je voudrais insister sur ces fondements théoriques parce qu'ils s'inscrivent de plein pied dans l'objectif assigné, les objectifs assignés aux travaux dans le laboratoire. Dans ce laboratoire, puisqu'il se veut beaucoup plus penché dans l'interdisciplinarité, et c'est la raison pour laquelle ça nous a interpellés, c'est que la didactique professionnelle puise dans plusieurs champs disciplinaires. Elle n'est pas uniquement dans un champ théorique et disciplinaire, et c'est en ce sens que l'interdisciplinarité nous a intéressés et nous a interpellés. Alors, elle puise dans la psychologie du développement. Je vous renvoie aux travaux de Piaget et de Vygotsky. Elle puise également dans la psychologie ergonomique française et elle puise également dans la didactique des disciplines, parce que Pastré le dit, il dit la didactique professionnelle est une didactique à part entière.
d'accord? Et bien sûr, elle puisse dans l'ingénierie de la formation. Donc vous voyez là uniquement, on a cette interdisciplinarité très chère au docteur Akou et très chère aux membres de l'équipe numéro 6, et je suppose que toutes les équipes s'inscrivent dans, parce que Pastré s'est rendu compte que la situation professionnelle est une situation complexe. Elle est complexe. Il y a énormément de facettes dans une situation professionnelle. Alors, il puise dans la psychologie du développement, il puise dans la psychologie ergonomique, il puise aussi dans la didactique des disciplines qui l'a précédé, mais il le dit, c'est une didactique à part entière, et bien sûr, dans la mesure où nous nous intéressons à la formation des compétences professionnelles, on ne peut occulter l'ingénierie de la formation, en l'occurrence formation professionnelle et analyse du travail. Nous allons maintenant voir, bon, j'ai parlé des 3 déclinaisons théoriques et du champ de pratique dans lequel s'inscrit la didactique professionnelle, mais moi là ce qui m'intéresse, vous allez remarquer, j'ai mis des définitions parce qu'on est obligé de se situer par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ce qui a été fait. Nous n'inventons rien. Mais ce qui est en gras, c'est, tout à l'heure je parlais d'invariance d'une situation et d'une singularité de la situation. C'est-à-dire que dans une situation professionnelle, il y a des choses qui ne changent pas et ce qui relève, selon Perrenou, de l'habitus, d'accord? Et il y a les contraintes posées par la situation. Alors, c'est pour ça que Pastré, va puiser dans la psychologie du développement. Pourquoi? En un, il se dit, non, on n'a pas fini de développer ses compétences. Non. C'est tout comme l'enfant qui passe par des stades de développement, etc. L'adulte, dans une situation professionnelle, il ne cesse de se développer. Le développement continue. On est d'accord? Donc, et il y a j'ai gardé les caractéristiques changeantes et immuables au cours de la vie. Ça, c'est par rapport à l'être humain. C'est l'objet même de la psychologie. Mais on va essayer de transposer dans une situation. C'est ce qui m'intéresse, moi, aussi. C'est comment transposer ces concepts théoriques nés de la psychologie du développement, etc., dans une situation professionnelle. Et il le dit, les adultes se développent au cours de leur expérience professionnelle et au cours des formations initiales et continues qu'ils reçoivent. Ça, c'est un mot d'ordre des tenants de la didactique professionnelle. Alors, les travaux de Piaget. Ce qui est incontournable, c'est cette notion de chaîne. Je ne voudrais pas... C'est très théorique. Hein. Je n'ai pas envie de trop m'attarder sur les concepts théoriques, mais essayer de les opérationnaliser par rapport à mon intervention d'aujourd'hui. Alors, la théorie des chaînes, elle permet une théorisation de l'organisation de l'activité. Parce qu'il y a Vergniaud d'abord, il y a d'abord Piaget, et dans sa lignée Vergniaud, qui dit que toute activité professionnelle est organisée. Et après, peut-être si j'aurai le temps de parler de ma thèse, j'ai eu à analyser l'organisation des activités de certaines enseignantes. Elle est organisée et son développement, un développement d'une compétence professionnelle, passe à travers la conceptualisation de l'action grâce au langage. Je ne voudrais pas trop vous embêter. Conceptualiser, c'est prendre du recul, c'est dire ce que nous sommes en train de faire, c'est se dire grâce au langage. Je fais quelque chose, pourquoi je le fais, quels sont les outils que je vais utiliser, quelles sont les ressources que j'ai, qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je dois apprendre pour le faire. Tout ça par le biais du langage. Le langage est très important, on le verra après. Et donc, cette théorie des chaînes, initiée par Piaget, je le reprends, mais davantage développée par Vergniaud, notamment en didactique des mathématiques, propose une grille de lecture de l'activité. Quand je vais voir quelqu'un, un enseignant, un agent, dans une situation professionnelle, je me dote d'un outil théorique pour essayer de voir comment il organise son activité. Alors, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture avec mon ami Jazia, l'activité, quand on analyse l'organisation d'une activité d'un enseignant, on la découpe, on l'atomise. Moi, j'ai eu à m'attarder uniquement sur comment l'enseignante fait émerger les représentations, les connaissances antérieures de ses apprenants. Dans la routine,
dans ce qu'on appelle l'invariant de la situation. On le fait automatiquement. Je ne vais pas m'attarder sur ça quand même, je le fais. Mais quand je demandais aux enseignantes, oui, mais comment as-tu fait? C'est là où elle s'embrouille, où elle est incapable de mettre en mots ce qu'elle a fait. D'accord. D'accord, c'est sûr. D'accord, les autres. D'accord. Alors, je reprends. Alors, le schème, je ne rentre pas dans la théorie, en fait, dans les détails de la théorie. Il dit qu'il y a des inférences, oui, il y a des attentes, il y a des invariants opératoires qu'on ne change pas, et il y a des règles d'action. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de combiner ce que je sais avec ce que m'impose la situation. La situation, qu'elle soit en classe, que ce soit une situation en dehors de la classe, c'est-à-dire dans un atelier, la situation impose des contraintes. Et un sujet, s'il a envie de développer ses compétences, il doit s'adapter, on va arriver à cette fameuse adaptation, afin de pouvoir évoluer et se développer professionnellement. Il y a cette fameuse notion aussi d'assimilation et d'accommodation chère à Piaget. Alors, vous avez la définition. Alors, l'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, c'est qu'un individu dans une situation d'apprentissage, quelle qu'elle soit, il a ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, on appelle ça des connaissances antérieures. Piaget parle de la structure initiale de connaissances. Alors, nous avons un apprenant qui vient avec sa structure initiale de connaissances. Il apprend par assimilation. Quand l'information qui lui vient du milieu, le milieu étant le cours, quand correspond à sa structure initiale de connaissance, elle prend automatiquement place. Piaget parle d'équilibre, l'équilibre est maintenu. Mais parfois, on dit que l'élève a appris par adaptation, par assimilation. Mais il arrive souvent que la structure initiale de connaissance, c'est-à-dire ce que l'élève ou bien ce qu'un ouvrier a dans sa structure initiale de connaissance, ne correspond pas à ce qui lui vient de la situation et du milieu. À ce moment-là, c'est lui qui doit faire un effort pour aller vers le milieu. Ce n'est pas le milieu qui va venir vers lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'effort de s'adapter et d'apprendre par assimilation. Je voudrais, si vous me permettez, vous donner un cas que j'ai observé quand j'inspectais. Voilà, c'est notre but. Je n'ai pas trop parlé. J'étais dans un lycée de Foucault, et avec Fahima, que tu connais. Alors, c'était dans le cadre du document d'histoire, projet 3. Elle leur donne des textes sur les figures historiques. Il y avait des Douchouarat, Hassib Al-Boual et tout. Et il y avait un texte de Maurice Audin, sur Maurice Audin, pardon. 3 ou 4 étudiants ont dit on ne le fait pas. Ils ont plié le texte et ils ont dit on ne le fait pas parce qu'il est français. Pourquoi? Parce que dans leur structure initiale de connaissance, les Français, entre guillemets, ce sont tous des méchants, que personne n'a aidé les Algériens, etc. Elle a dû alors déployer, ça s'est pas fait in situ, c'est-à-dire elle a apporté une cassette, un film de Henri Alleg, je vous dis comment elle a travaillé, elle a apporté des extraits sur le Maurice Audin, et ensuite elle lui dit, on a la place Maurice Audin à Alger. Si c'était un traître, entre guillemets, pourquoi on ne l'a pas remplacé? Il lui a fallu du temps pour que l'élève déconstruise ces représentations pour en construire d'autres et pour se dire non, parmi les Français, il y avait. Et là, c'était des cas, et j'ai rencontré beaucoup de cas pareils, où les élèves, quand ils font l'effort de s'adapter et d'apprendre par accommodation. En fait, c'est ça l'idée d'assimilation et d'accommodation. Et Piaget, Pastré, parce que Pastré a puisé dans la psychologie de Piaget, il dit, dans une situation professionnelle, bien sûr on le sait, mais il y a beaucoup, et vous savez, plus je vieillis, plus je suis dans les classes, et plus je me rends compte que je dois beaucoup plus m'accommoder que m'assimiler. Ça va l'assimilation et l'accommodation, je passe? Bien sûr, Vygotsky, et là j'entends Jazia et Dia réfléchir à haute voix, parce que paraît-il, je les embête avec Vygotsky. Alors, la médiation via le langage, alors pour Piaget, parce que Piaget, il est dans le constructivisme. Il part du principe que l'individu construit ses connaissances ou développe ses compétences en interaction avec le milieu. On est d'accord. Mais pour Piaget, l'enfant apprend seul. On est dans cette dimension égocentrique.
Il y a des informations qui viennent du milieu. Vous savez, une information qui vient du milieu chez Piaget, c'est comment ouvrir une porte pour un gamin de 3 ans. Ouvrir une porte pour un gamin de 3 ans. Mais il a occulté cette dimension sociale. C'est ce que lui reprochera d'ailleurs Vygotsky. Vygotsky, non. Il dit que l'enfant apprend en interaction avec le groupe social, en interaction avec les adultes, en interaction avec les enseignants. Et bien sûr, cette dimension sociale, comment aller vers les gens, vers les autres, si ce n'est par le biais du langage. Et il le dit, le langage est l'outil indispensable à la dimension sociale de l'apprentissage. C'est l'instrument psychologique par excellence. Je ne peux pas parler de socio-constructivisme si je n'ai pas cet outil très important qui va permettre aux gens d'aller vers les autres par le biais du langage. Alors, et du coup, et ça fait partie d'un axe de recherche dans notre équipe, on va beaucoup parler de verbalisation. Qu'est-ce que verbaliser? Ça a été théorisé, il y a eu beaucoup de théoriciens qui ont parlé de la verbalisation. C'est en fait la mise en mots de l'activité. Elle permet recul, distanciation et détachement. Alors, il y a 3 types de verbalisation. Soit pendant, elle est très difficile, c'est-à-dire pendant que l'agent fait quelque chose, il verbalise. Là, il faut franchement être un professionnel. Alors, il y a après et avant, je m'excuse, hein, c'est avant. En général, moi, j'ai eu beaucoup de surprises quand j'ai demandé aux enseignants quels objectifs allez-vous fixer. Et ensuite, j'assiste au cours et je leur dis après, pensez-vous avoir atteint vos objectifs? Après, on verra si le débat nous permet. Donc, on ne peut pas parler de verbalisation si on ne parle pas de réflexivité. Les travaux de Scholl, etc. La réflexivité sur son agir professionnel afin de l'optimiser et de le maîtriser. Repérer et identifier les processus mentaux dans l'accès. Oui, j'ai compris. Vous savez, les acronymes. Oui, j'ai compris. Bon, dis-moi comment tu as fait. Je me rappelle, j'ai posé cette question à un élève. J'étais ils étaient ensemble avec son camarade. Je lui dis, oui, tu as fait, dis-moi comment tu as fait. Vous savez ce que lui a dit son camarade? Il a frappé du poing, il lui dit, ne réponds pas, c'est un piège. Ne réponds pas. C'est pour voir, c'est édifiant tout ça. C'est édifiant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les pratiques enseignantes. Ce n'est pas dans les pratiques enseignantes. Alors, développer aussi les compétences métacognitives, adopter une posture réflexive. Alors, vous savez que, pour moi, je ne sais pas si vous l'avez fait, il y a une différence entre l'attitude et la posture. L'attitude, elle relève du passé. Mais la posture, c'est la projection. C'est la projection vers l'avenir. C'est-à-dire ce que je te demande de faire. Ce n'est pas pour régler une situation maintenant. C'est pour t'amener à adopter une posture réflexive. On va revenir après sur le prescrit et le réel, parce qu'il y a ce qu'on nous demande de faire et il y a ce qu'on fait effectivement. En fait, ce qui relève de la tâche et de l'activité. Et je vais revenir sur transformer des images opératives en images constructives. Alors, je voudrais uniquement par rapport à la verbalisation. Pastré évoque 2 épisodes, en fait. Alors, il y a un ouvrier spécialisé. Il était le seul dans cette usine à savoir utiliser une machine. Ensuite, il est malade. Il est malade, il va à l'hôpital. Alors, le contremaître, qu'est-ce qu'il fait? Parce que la machine, elle ne fonctionne plus. Parce qu'il n'y a personne qui sait faire fonctionner cette machine. On va à l'hôpital et on lui dit, bon, tiens une feuille, dis-nous ce que tu fais pour que tes collègues puissent le faire. Il était incapable de dire. Il était incapable de verbaliser des gestes qu'il faisait depuis 20 ans. Voilà. Il y a un autre cas où des pilotes de ligne devaient aller en retraite. C'était des techniciens, c'était des ingénieurs et des pilotes. On leur a dit, vous partez, laissez quelque chose aux jeunes. Faites-nous un guide. Ils étaient incapables de faire un guide. C'est pour vous dire que mettre en mots, nous-mêmes, hein, écoutez, moi quand je disais aux enseignantes, comment avez-vous fait? On a fait comme ça. Voilà, comme ça. Parce qu'on n'est pas habitué, parce que c'est une formation. Piaget dit, l'intelligence se construit. L'intelligence n'est pas un don, elle se construit. Et tout se construit.
construit, tout s'apprend aussi, enfin, à mon avis. Alors, la zone proximale de développement, c'est toujours un principe cher à Vygotsky. Bon, on la connaît par rapport à ce que c'est faire un élève ou bien son niveau actuel et ce qu'il doit apprendre à faire, mais avec l'aide d'un adulte, d'un expert. Ici, c'est l'espace même de l'apprentissage professionnel. Elle est le domaine où l'aide d'une personne plus experte dans le processus d'apprentissage peut prendre toute sa valeur. C'est l'endroit où l'apprenti peut bénéficier le plus en termes d'apprentissage du fait d'être accompagné d'un expert. On a aussi les travaux d'Okhany. Alors, les travaux d'Okhany, Okhany, dans ses travaux, il parle de l'activité du sujet. Il parle de l'activité est structurée. Bon, je vous laisse lire, mais en général, il y a celle qui relève de l'agir et celle aussi qui relève du connaître. Pourquoi? Parce que dans chaque activité, il y a ce que je sais, et ça relève du sujet épistémique, n'est-ce pas? Et il y a ce que je fais, et ça relève du sujet pragmatique. Il y a des choses qu'on sait, c'est les images cognitives, et il y a les images opératives ou bien productives, c'est ce que je fais dans une situation professionnelle ou bien en classe. En général, on est souvent prisonnier de ce qu'on sait, et on ne prend pas assez de recul. Quand j'ai eu à mener mon enquête auprès d'enseignantes aussi bien titulaires que stagiaires, je ne suis pas en train de remettre, au contraire, j'ai beaucoup appris. Alors, quand je pose la question à l'enseignante stagiaire, je lui dis, quels sont les objectifs que vous vous assignez? Elle me dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, etc. L'enseignante titulaire, elle me dit, je crois, si j'ai atteint les objectifs, si la situation le permet, et on se rend compte que dans le discours, eh bien, l'enseignante titulaire est beaucoup plus au fait de ce qui se passe réellement dans une situation de test, elle est prudente, elle prend de la distance. Alors que l'enseignante stagiaire, voilà, quelles sont les étapes de compréhension? Elle récite les étapes de compréhension, mais voilà, je vais leur demander de donner des hypothèses de sens, etc. Alors que l'enseignante titulaire, si ils arrivent à trouver, il y a toujours ce si alors, le si alors très cher à Vergniaud dans la notion de chaîne et de situation. Tout est tributaire de si alors. Alors là, Okhany, il rapporte un épisode, vous devez connaître, c'est celui des chirurgiens de la thyroïde. Alors, il prend un chirurgien novice et un chirurgien expert. Ils travaillent, ils interviennent sur la thyroïde, donc sur des thyroïdes malades. On demande au novice de décrire la thyroïde, il la décrit parfaitement, sans aucun problème. C'est la thyroïde qu'il a apprise quand il était en cours. Quant au chirurgien expert, il décrit une thyroïde malade, une thyroïde sur laquelle il va intervenir. Alors, il y a un qui est dans une image cognitive, c'est le novice, voilà ce que je sais de la thyroïde, et l'autre non. L'autre, il se dit, bon, moi, je ne suis pas confronté, dans mes situations professionnelles, je ne suis pas confronté à des thyroïdes. Voilà, donc c'est Okhany qui reprend cet exemple. Donc on est et nous on est confrontés dans notre travail, on est sujet épistémique, oui j'ai préparé un cours, je sais quelque chose sur quelle notion, etc. Mais en classe, je deviens un sujet pragmatique, parce que je dois faire attention, vous savez, Bachelard parle d'obstacles, de la notion d'obstacle, etc. Cette notion de rupture, on n'a jamais une situation idéale. Et heureusement, sinon, on n'avance pas. Et là, on retrouve les travaux d'Okhany, ils sont aussi influencés par Piaget, parce que Piaget aussi parle d'une image prédicative, là où on a un discours qui se tient sur la connaissance, et une image opérative qui nous permet d'intervenir sur le terrain. Et là, Piaget, il le dit, réussir, c'est bien, mais comprendre pourquoi on a réussi, c'est mieux. Ça, c'est une phrase de Piaget, c'est pas de... D'ailleurs, j'ai mis par Piaget. D'accord.
Et bien sûr, nous arrivons à la didactique des disciplines. Comme Piaget dit, Pascal dit que la didactique professionnelle est une didactique à part entière, elle va emprunter des notions, la notion, je parlais depuis tout à l'heure de la notion de situation, empruntée à Rousseau, Chevalard, qui ont énormément travaillé en didactique des mathématiques. Voilà, c'est assez, même en didactique professionnelle, je reprends la didactique des mathématiques. Donc là, qu'est-ce qu'une situation pour Pastré, c'est une, il le dit, l'un des buts de l'analyse du travail, c'est de mettre dans l'évidence les variables, un réseau de variables qui structurent la situation et auquel il faut à chaque fois s'adapter. Il y a aussi, plus près de nous, Haddad, je crois c'est Najat Haddad, qui parle en matière de didactique professionnelle. Elle parle de l'espace de l'activité professionnelle. Mais c'est toujours inspiré par les travaux de Rousseau avec cette notion de situation. Et elle me dit, il fait l'espace de l'activité est à la fois un support et un produit. C'est en ce sens que les travaux de Pastré sont très importants. Et les travaux de la didactique professionnelle, c'est je fais quelque chose sur quelque chose, mais en même temps je produis quelque chose. C'est pour ça qu'il donne énormément d'importance à l'analyse in situ, à aller sur les lieux du travail, à observer les opérateurs, les ouvriers, pour voir comment ils travaillent. Parce que même s'ils ont des connaissances prédicatives communes, ils ont dans l'action, dans le feu de l'action, ils adoptent d'autres gestes professionnels. Il y a aussi cette notion de transposition didactique très chère aussi à Verret, Chevalard et même à Rousseau, etc. Bon, on le sait, vous savez ce que c'est que la transposition didactique. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la didactique professionnelle, ils vont essayer de transférer les éléments de l'analyse ergonomique à la formation professionnelle. Et on va arriver au deuxième, donc, parce que ici, il y a attendez, je crois que vous savez qu'il y a une vignette, c'est par rapport à l'ergonomie que je ne retrouve pas. Alors, la psychologie de l'ergonomie, en gros, je l'ai dit tout à l'heure, elle mesure. On vous dit, il y a la tâche, c'est ce que doit faire un agent, c'est la tâche. Et l'activité, c'est ce qu'il fait réellement. Alors, il y a le travail prescrit. Un programme est un travail prescrit. Il y a les référentiels, le travail est prescrit. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment ce travail prescrit est réalisé effectivement en classe. C'est pour ça qu'on vous dit qu'elle se situe, c'est l'enfant entre ce qu'on doit faire et ce qu'on fait réellement. Et Nagels, je crois en 2014, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait dans cette notion de structuration de la tâche, il y a la tâche, ce que je dois faire. Il y a la tâche redéfinie, ce que je me propose de faire. Et là, on est dans le discours, on est dans le constructif. Et il y a ce que je fais réellement. Et ce que je fais réellement relève de l'activité. Alors, les psychologues du travail, et Pastré va emprunter à la psychologie du travail, à l'ergonomie cognitive, se sont rendus compte qu'il y avait un grand fossé entre ce que je dois faire et ce que je fais réellement. Et moi, déjà, par mon métier d'inspectrice, et ensuite dans le cadre de mon enquête, et surtout dans le cadre du dispositif, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un écart entre ce qu'il dit faire et ce qu'il fait réellement. Et là, ce serait intéressant. C'est en ce sens qu'on a des pistes par rapport à notre équipe. Alors, quelle différence y a-t-il entre la didactique des disciplines et la didactique professionnelle? Vous les connaissez. En didactique des disciplines, les savoirs, ils sont disciplinaires. On est censé faire construire des savoirs aux élèves, alors qu'en didactique professionnelle, on est dans les savoirs d'expérience, dans les savoirs professionnels. Les enjeux en didactique de la discipline sont épistémiques, puisqu'ils relèvent du savoir, un savoir bien sûr transformé dans le cadre de la transposition didactique, qui relève du je sais, parce que ce serait bien si nos élèves, à la fin, pouvaient nous dire je sais. Quant aux enjeux de la didactique professionnelle, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Un professionnel ne dit pas je sais, il dit je peux et je fais. C'est l'hiatus entre l'épistémique et le pragmatique.
Alors, en didactique des disciplines, on appréhende des savoirs académiques, alors qu'en didactique professionnelle, on appréhende des savoirs professionnels. L'agir, l'activité langagière, l'agir, il est beaucoup plus communicationnel en didactique des disciplines, alors qu'il est professionnel en didactique des professionnels. Et la situation dans une didactique des disciplines, elle tient compte. La situation, c'est quoi? C'est la possibilité des apprenants, c'est les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Parce qu'on a un enseignant avec ses représentations, avec son rapport au savoir, et les conditions physiques et matérielles, et on a des apprenants, autant d'apprenants que de représentations. Il y a tout un rapport par rapport au savoir, à l'épistémologie, tout ça, on le retrouve dans une situation didactique, en didactique professionnelle, alors que dans une situation professionnelle, on a des tâches qui visent la formation et l'acquisition de compétences professionnelles. La transposition didactique, je l'ai dit tout à l'heure, elle est beaucoup plus professionnelle puisqu'il s'agit d'analyser des situations professionnelles afin de permettre et de faire parler l'ouvrier, l'agent, etc., d'essayer de voir ce qu'il est en train de faire et ce qu'il dit faire et c'est à partir de là de penser à des interventions en formation par rapport au développement professionnel. Il y a aussi, donc on a dit, elle puise, c'est toute l'interdiscipline. On arrête? C'est la pause. C'est pas bon. Tu finis, tu termines ça, elle fait une pause. Tu termines juste ce point, on fait une petite pause et tu reprends. Il reste, non, regarde ce qui reste, Bouddha, ingénierie et modalité. Tu fais une pause, c'est là. Je fais la pause, je fais le point. Oui, on s'arrête, c'est vous qui décidez.